question avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet. Qui était là à la première séance? À peu près. Ouais, il y a un bon tiers des personnes. C'est cool. Donc on va peut-être avoir un nouveau public, et c'est cool. Ça veut dire que aussi vous vous renouvelez, donc ça c'est intéressant. Du coup, très rapidement, le concept de ce matin, on est dans ce qu'on appelle des morning tech. Donc l'idée c'est d'inviter des auteurs et des autrices sur le créneau du petit déjeuner, parce qu'on pense que c'est intéressant de commencer par ça. Ça, vous êtes un peu caféiné, vous venez juste de manger, et on va pouvoir parler de choses très intéressantes, de sujets qui, on espère, vous concernent. Donc on en a fait un le mois dernier, il y en aura un autre en décembre aussi, on y reviendra sûrement à la fin de la séance. Moi, très rapidement, je m'appelle Terence, je suis... alors, j'espère être pertinent pour parler avec vous aujourd'hui, puisque alors, moi, je vais être le modérateur. Je suis à la fois un ancien ingénieur en neurobiologie et aujourd'hui vulgarisateur, donc je m'attelle à partager les sciences, notamment avec une chaîne YouTube qui s'appelle Explorers. Je suis le vice-président du Café des Sciences, qui est une association qui regroupe toutes les personnes qui partagent les sciences sur Internet en France. Et je suis aussi un des fondateurs du festival Double Science, un festival sur la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on va pouvoir parler avec Diego Hidalgo. Alors si vous tapez Diego Hidalgo sur Internet, vous allez parfois tomber sur un joueur de tennis qui est assez connu. Là, c'est pas le joueur de tennis. À moins que tu sais jouer au tennis, Diego? Ah mince, ton micro, je crois, ton micro est pas encore génial. Donc je joue au tennis, mais c'est pas moi le joueur de tennis. Super. On va parler de ton livre, Anesthésier l'humanité sous l'emprise du digital. C'est bien ça? De la technologie, oui. De la technologie. Donc ça va être un sujet qui, vous allez voir, va faire la passation avec le premier sujet qui était autour du mois dernier sur l'art face à l'IA. Qu'est-ce qu'être créatif, etc. Donc on avait discuté avec Hugues Dufour. Alors, tu as une très longue biographie, donc je ne vais pas toute la faire. Si vous voulez, il y a son site internet où il y a plein de choses. Si on peut résumer, tu as commencé avec des études autour de la sociologie notamment, à Cambridge. Tu as participé à une des premières études sur l'impact de Facebook sur nos relations humaines en 2007. Et tu as notamment fondé une start-up, ça c'est pour le côté un peu plus tech, qui s'appelle Abovens, qui est en Espagne, donc c'est autour du covoiturage et qui regroupe plusieurs millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va discuter donc, du coup, de cette emprise du digital sur nos relations, sur l'humanité. Et on va essayer de découper ça en deux grosses parties. Donc c'est la partie format et après, promis, on rentre dans le sujet. On va faire une première partie d'environ une petite demi-heure sur des questions que j'aurais préparées moi. Et ensuite, vous allez pouvoir poser toutes vos questions que vous allez pouvoir préparer. Et on va avoir un vrai moment d'échange entre nous. Si c'est bon pour tout le monde, on va commencer le sujet. Je vais commencer avec une simple petite question d'introduction. Qui, parmi vous dans la salle, ne retient plus les anniversaires et utilise des outils comme vos téléphones ou Facebook pour retenir les dates d'anniversaire? Quasiment. Allez, les 3/4 des personnes, je pense. Alors la première question, qui est la question d'introduction, ça va être, s'il vous plaît, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais Diego est aussi magicien. Et donc du coup, on peut faire une relation. Alors peut-être qu'il y aura des tours de magie, on ne sait pas, j'en dis pas plus. Est-ce qu'on peut faire une relation entre justement la façon dont la technologie ou la magie peut influencer nos comportements, nos relations en tant qu'humains? Alors merci Terence, merci pour cette introduction et cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'auteurs, de romanciers, de scientifiques qui établissaient cette relation, cette analogie de différentes façons entre d'un côté la magie, l'illusionnisme, et de l'autre la technologie, notamment la technologie numérique. Il y a par exemple l'auteur Arthur C. Clarke, auteur de 2001 d'Odyssée de l'espace, qui disait il y a déjà plusieurs décennies, la véritable technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et moi, en tant que magicien, comme tu l'as dit, ces analogies m'ont toujours beaucoup parlé. Et je pense qu'elles sont pertinentes à différents niveaux. Mais si vous voulez, pour entrer en matière et pour vous réveiller un peu plus, justement, comme je suis magicien, je vais vous proposer de faire une petite expérience. Vous savez que les magiciens, on a toujours sur nous un jeu de cartes. D'accord ? Terence, tu vas devoir éventuellement tenir un peu le micro pour moi. Mais voilà. Je vais te demander d'abord de regarder ce jeu de cartes, de me confirmer que toutes les cartes sont bien différentes. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader dans le public et je vais demander à certains d'entre vous de choisir une carte. Mais
je ne vais pas vous demander de le faire avec les doigts, je vais vous demander de choisir une carte comme si vous preniez une photo. D'accord? Donc je vais faire défiler les cartes devant certains d'entre vous. Et vous allez penser à une carte en prenant une photo mentale d'une carte que vous avez devant vous, en retenant bien sa couleur et son numéro ou la figure que vous allez, la tête que vous allez choisir. Et après, je vais vous demander de bien retenir, à ces personnes, de bien retenir la carte dont ils ont pris cette photographie mentale. Vous êtes prêts? J'y vais. Alors ça, c'est pas un tour de magie, c'est une expérience. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez la différence, mais dans les expériences, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute du magicien, c'est la faute du public. D'accord? Je vais demander aux personnes qui ont choisi une carte de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Et les expériences, ça marche rarement à 100%. D'accord? Mais le but des expériences, c'est d'avoir un pourcentage élevé de réussite. Alors, vous allez bien regarder dans ma direction. Et là, je vais essayer de voir ce qu'il y a dans vos têtes directement. Alors, je prends un peu de recul. Je vois un 2 de pique, un 3 de carreau, un 8 de carreau, un valet de trèfle, une reine de cœur, et attendez, un 8 de carreau. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Si vous avez entendu le nom de votre carte, vous pouvez vous asseoir. 66%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, d'une certaine façon, ce que je viens de faire, c'est que je viens de prendre le contrôle d'un certain nombre d'entre vous. Et sans pouvoir révéler comment les magiciens agissent et tous leurs secrets, vous savez sans doute qu'ils ont plusieurs techniques sur lesquelles ils s'appuient souvent. Et une d'entre elles, c'est de voler, on pourrait dire, l'attention de leurs spectateurs, de leur public. Et ça m'intéresse beaucoup dans le cadre de ce dont on va parler aujourd'hui, parce que vous savez qu'une grande partie de l'industrie digitale aujourd'hui repose sur ce qu'on appelle le commerce de l'attention, d'accord, l'économie de l'attention. Et dans le digital, vous avez bien sûr sur vos smartphones et autres supports tout un tas d'applications, de services, de plateformes qui sont en compétition, en concurrence féroce pour ce bien rare, ce bien limité qui est l'attention des personnes. Et donc elles sont en concurrence féroce pour capter cette attention et ensuite la monétiser. Et ça, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de personnes qui en parlent de divers secteurs. Mais moi, il y a une deuxième partie qui m'intéresse beaucoup et dont on parle moins, c'est que les magiciens, souvent, ont fait penser au public qu'il est libre de prendre des décisions et de faire des choix, tandis qu'en grande partie, c'est le magicien lui-même qui influence, qui conditionne, voire qui fait des choix directement pour lui, sans que le public s'en rende compte. Et ça nous donne souvent une longueur d'avance sur notre public, sur nos spectateurs, dont le spectateur n'est pas conscient et qui nous permet notamment de faire croire qu'on lit dans ses pensées et de le contrôler d'une certaine façon. Et ça, on le verra peut-être plus tard dans d'autres questions, mais je pense que c'est un des ressorts très intéressants sur lesquels repose et préoccupants sur lesquels repose également l'industrie digitale d'aujourd'hui. Je vous disais, le magicien prend le contrôle de ces deux choses, de notre attention,
de nos choix, sans qu'on s'en rende compte. Je pense qu'on peut dire aussi que la technologie numérique prend le contrôle d'une grande partie de notre temps en dictant ce que l'on fait pendant une grande partie de notre journée. Et il y a aussi des différences, il faut dire, entre la façon dont opèrent les magiciens d'un côté et dont opère la technologie numérique de l'autre. Quand vous êtes face à un magicien, vous êtes face à un pauvre individu avec ses moyens limités. Souvent, quand vous êtes face à une plateforme ou un service numérique, sans vous en rendre compte, vous êtes face à des milliers ou des dizaines de milliers d'ingénieurs parmi les plus qualifiés du monde qui sont eux-mêmes soutenus par des moyens financiers colossaux et qui s'appuient sur les dernières avancées en neurosciences pour rendre plus sophistiqués tous ces points dont on vient de parler. Il faut aussi dire que le magicien opère dans une parenthèse de notre vie, dans un spectacle, dans un moment vraiment cantonné de notre vie, tandis que la technologie numérique agit sur nous de façon constante dans notre quotidien, sans pause et sans fermeture, on pourrait dire, de parenthèse. Alors, on pourrait se demander si tout ça, c'est un propos technophobe, si je suis contre la technologie. Tu l'as précisé, je suis notamment entrepreneur, toujours maintenant, même si ça a été vraiment surtout une grande partie de ma vie pendant plusieurs années. Et je ne fais pas partie de cette caste d'entrepreneurs qui disent, qui sont repentis, qui disent « Ah, mais en fait, c'est horrible ce que j'ai fait ». Moi, je continue à penser qu'on peut faire des choses extraordinaires avec la technologie numérique. Et mon propos n'est pas sur la technologie en général. Il porte sur le modèle qui, on pourrait dire, prédomine dans le numérique aujourd'hui. Et ce que je prétends, c'est néanmoins vraiment tirer la sonnette d'alarme sur ce que je considère être une des plus grandes attaques qui n'ait jamais été portée sur notre liberté et on pourrait dire même sur notre condition humaine. Donc, si je résume, j'ai parlé de notre temps, j'ai parlé de notre attention, puisque je pense que le numérique dicte en grande partie ce à quoi on pense, ce qu'on a dans la tête pendant une grande partie de nos journées. J'ai parlé de nos choix, de nos décisions. J'ai notamment parlé des neurosciences qui permettent de façon de plus en plus sophistiquée de cartographier exactement comment fonctionne notre cerveau, qui permet notamment de détecter ce qu'on appelle le biais cognitif, ces espèces de barrières critiques qui nous permettent de nous défendre face à des arguments, face à des propos, face à des tentations, face à n'importe quel stimulus extérieur en faisant nos véritables choix. Et je pense que la technologie numérique est de plus en plus capable justement d'affaiblir ces barrières en exploitant nos biais cognitifs. Et si on pense à ces trois choses dont je viens de parler, c'est-à-dire notre temps, notre attention et nos choix, je pense que ces trois choses constituent en grande partie ce que nous sommes, constituent notre identité. Donc c'est pour ça que, en résumé et en simplifiant aujourd'hui, même dans les questions avec le temps limité que nous allons avoir, je pense qu'il n'est pas abusif de dire que la technologie numérique, en partie, est en train de prendre ou court le risque de prendre, comme un magicien, mais de façon plus sournoise et plus permanente, le contrôle de qui nous sommes. Alors du coup, si on veut rentrer plus en détail dans ton livre notamment, alors évidemment, on vous invite à le lire, mais si on veut en parler très rapidement, tu vas étayer ce que tu appelles les 3 âges du numérique, qui va du coup tisser la toile de fond de ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, alors, en toile de fond de mon livre, comme tu le dis, j'expose un petit modèle, très simple, je pense, mais qui décrit un peu l'évolution du numérique dans les 40-50 dernières années. Et ces 3 âges du numérique dont je parle se fondent sur les 3 états de la matière, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Et tout ça pour mettre en évidence le fait que la technologie est de plus en plus invasive et un certain nombre des problèmes dont on va parler ensuite, je pense, n'existeraient pas s'il n'y avait pas ce caractère de plus en plus invasif du numérique dans nos vies, qui est, et là je pense que c'est intéressant de parler de ça avec des ingénieurs, parce que je pense que c'est en grande partie une question de conception, même si elle a aussi des ressorts économiques, des ressorts de tout type. Et pour entrer dans le vif du sujet, donc, je pense que nous avons connu d'abord un âge de la technologie solide, à peu près depuis les années 70-80, depuis qu'il a commencé à avoir des dispositifs numériques de grande consommation présents dans les foyers, disons. Alors les solides, vous savez qu'ils ont une forme et un volume propre. On peut prendre un solide dans notre main, on peut le poser sur une table, on peut le prendre dans notre main déjà, s'en éloigner, s'en approcher. C'est en grande partie l'être humain qui décide de la relation, de la distance qu'il va établir avec un solide. Et je pense que
pour pousser un peu plus d'ailleurs l'analogie, on peut dire aussi le fait d'ingérer des solides, c'est-à-dire de manger. C'est un acte qui se reproduit 3 fois, éventuellement 4 fois par jour. C'est un acte conscient. Quand on mange, en général, on est conscient. Si quelqu'un vous appelle alors que vous êtes en train de manger, vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous allez probablement lui répondre je suis en train de manger. Parce que ça définit le moment dans lequel nous nous trouvons. Et je pense que tout ça ressemble beaucoup à la relation qu'on avait avec le numérique. Dans un âge où le paradigme, on pourrait dire, du dispositif numérique, c'est le PC, l'ordinateur personnel, qu'on allume quand on a un usage en tête, avec un objectif de résoudre un problème, de faire une activité avec lui, qu'on éteint, je simplifie bien sûr et je modélise, quand cette utilisation est finie. Si quelqu'un vous appelait ou vous appelle alors que vous êtes en train d'utiliser un ordinateur et vous demande ce que vous êtes en train de faire, vous allez probablement vous référer à l'activité que vous êtes en train d'exécuter avec votre ordinateur. Et cet âge où a prédominé cette technologie que j'appelle solide, on pourrait dire, a commencé, donc je vous ai dit, vers les années 70-80 jusqu'en 2007. Date arbitraire aux effets de ce modèle, bien sûr, mais 2007, c'est la sortie du premier iPhone. C'est pour ça que j'utilise cette date comme référence. Et là, je pense qu'on a un processus de basculement vers ce qu'on pourrait appeler la technologie numérique liquide. Les liquides ont toujours un volume propre, mais pas une forme propre. Si je prends un liquide et que je le verse sur une superficie, il va bien sûr s'éparpiller sans que je contrôle autant son flux. Donc je décide beaucoup moins en tant qu'être humain de la relation que je vais avoir avec un liquide. Et si on pense au fait de boire également, c'est quelque chose qui se reproduit bien plus de fois dans une journée que l'acte de manger, qui définit si un ami vous appelle alors que vous êtes en train de boire, vous n'allez pas forcément lui dire « bah oui, j'étais en train de boire ». Et je pense que ça ressemble beaucoup à la façon dont on se comporte, dont on a une relation avec le smartphone, qui est donc le paradigme de cette technologie liquide. Un smartphone qu'on prend dans notre main, qu'on consulte selon les études et selon les pays, mais entre 100 et 240 fois dans une journée apparemment en ce moment. Un certain nombre de ces utilisations peut être consciente, peut répondre à un besoin ou à une utilisation concrète, mais la recherche nous montre qu'une grande partie de ces utilisations, c'est plus le smartphone qui vient vers nous, qui s'approche à nous, et on pourrait dire qu'on contrôle moins justement cette relation avec ce dispositif entre guillemets liquide. Et je pense qu'à peu près au moment où nous nous trouvons, on va dire en 2023, bien sûr vous comprenez que c'est un modèle et une simplification, on observe une espèce de basculement vers une technologie qu'on pourrait appeler gazeuse. Les gaz n'ont ni volume ni forme propre. Et bien sûr qu'un gaz, je ne le contrôle pas en tant qu'être humain. En général, ils sont incolores, je les respire quand ils sont dans une pièce sans m'en rendre compte et sans que ce soit un acte conscient. Et je pense qu'il y a toute une série de dispositifs qui commencent à s'imposer. Alors, je pense bien sûr à la technologie wearable, je pense même aux enceintes connectées et probablement à toute une série de dispositifs technologiques, même implantables, qui ont vocation à s'insérer, nous promettons, dans notre propre corps. Et là, je pense que le type de relation que nous avons ou que nous aurons avec cette technologie de façon prédominamment gazeuse sera de plus en plus difficile à contrôler. Voilà, donc voilà pour ce petit modèle des 3 âges de la technologie numérique qui nous aide à illustrer, je crois, cette perte de contrôle progressive. Une autre façon qu'on pourrait utiliser, disons, pour aborder ça, c'est qu'il y avait un petit bouton qui, je ne sais pas si vous les avez connus, mais qui ont disparu il y a peut-être une quinzaine d'années. Je pense qu'on peut être relativement précis de la plupart de nos dispositifs. Et ce petit bouton, je pense, nous donnait un pouvoir énorme sur eux dont on n'était pas conscient. Ce bouton, c'est le bouton off. Et ce bouton, il a disparu. On pourrait dire qu'il a été consciemment exterminé, pour utiliser de grands mots, par une industrie. Et voilà un peu la sonnette d'alarme que je tire à cet égard, puisque comme on le disait avant, je pense qu'un certain nombre des sujets dont on va parler peut-être après ne seraient pas de vrais sujets si on avait une technologie qu'on pouvait vraiment allumer et éteindre en suivant notre propre volonté et qu'on avait nous-mêmes le pouvoir de savoir et de décider quand on les utiliserait ou non. Mais du coup, on est un peu face à un paradoxe, c'est-à-dire que on passe vers un âge du numérique où on tend à perdre le contrôle, alors que la tech avait cette ambition au départ de nous donner des solutions pour mieux vivre. Est-ce que du coup, où est le problème ? Je pense que la tech a toujours l'ambition de nous apporter des solutions,
Et on pourrait même dire, en poussant ça un peu à son paroxysme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme solutionnisme. Une partie de l'idéologie derrière une grande partie de l'industrie numérique, vous comprendrez que je prends ces précautions pour bien dire que je n'attaque pas la technologie dans son ensemble, et je pense qu'on peut faire, je le rappelle, des choses merveilleuses avec la technologie. Mais une grande partie de l'industrie technologique est solutionniste dans le sens où elle prétend avoir une solution à tous nos problèmes. Pas seulement aux problèmes techniques, pas seulement aux problèmes pratiques, voire économiques, mais même aussi à nos problèmes sociaux, nos problèmes personnels, nos problèmes parfois environnementaux, à nos problèmes même moraux éventuellement dans certains cas. Et elle a cette ambition de toute puissance qui se traduit, on pourrait dire déjà au niveau individuel, par une spirale de délégation dans laquelle nous déléguons à la technologie. Tu posais la question au tout départ des anniversaires. Nous déléguons à la technologie une grande partie de nos facultés cognitives. Et donc, quand je parlais des anniversaires, on faisait référence à la mémoire, mais on peut penser à d'autres facultés cognitives, comme le sens de l'orientation, par exemple. Et donc, face à cette idée solutionniste, on a tendance à déléguer de plus en plus de nos facultés à la machine. Et encore une fois, les neurosciences nous apprennent, vous savez, en neurosciences, il y a un principe qui s'appelle « use it or lose it ». Donc, soit on utilise une faculté cognitive, soit les circuits neuronaux qui nous permettent de l'exercer tendent à s'atrophier et progressivement, on la perd. Il y a de nombreuses études qui ont été menées là-dessus. Et justement, face à cette spirale de délégation, on tend à les perdre. Il y a un ami de Steve Jobs, Doug Tompkins, le fondateur de The North Face, une très grande entreprise, qui accusait son ami d'avoir créé, en se référant à l'iPhone, de véritables de-skilling devices, des machines à désapprendre. Et c'est vrai que depuis, ça fait une quinzaine d'années, pour la première fois, on voit l'inversion d'une courbe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet de Flynn. L'effet de Flynn, c'était ce principe selon lequel, qui est découvert par un psychologue qui s'appelle James Flynn, selon lequel le quotient intellectuel augmentait de décennie en décennie depuis qu'on avait des séries de data pour pouvoir établir cette croissance. Et donc on voyait que ça augmentait, mais au bout d'un moment, on a vu, en fait, relativement récemment, une inversion de cet effet de Flynn. Comme si on était, alors tout ça c'est sans doute simplifié et critiquable sous certains aspects méthodologiques, mais comme si on devenait un peu moins intelligent. Il y a un historien des sciences britannique, Dyson, qui dit « Et si le prix pour avoir ces machines qui pensent à notre place était le fait que nous arrêtions de penser ?» C'est un peu ce que je veux dire ici, et qu'on peut illustrer depuis, on doit arriver à peu près au premier anniversaire de ChatGPT maintenant. Je pense qu'on a une illustration parfaite de ce propos avec ChatGPT, qui est une machine non seulement qui sert à externaliser des facultés précises, mais qui sert à externaliser directement toute notre façon de penser. Et on peut se demander s'il va pas y avoir une atrophie dans ce cas-là, même de notre sens critique et de notre pensée dans un sens beaucoup plus transversal. Mais pour finir de répondre à cette question, ce qui m'inquiète dans cette prétention à nous apporter des réponses, et encore une fois, ça ne veut pas dire que la technologie ne peut pas nous apporter des réponses, mais c'est que ce sont des réponses de plus en plus totales. Je pense que ChatGPT aussi illustre ce propos. Mais je vais prendre un autre exemple. Si vous aviez utilisé Google il y a quelques années, par exemple, pour penser à une activité à faire avec des enfants, on aurait pensé probablement à quelque chose par nous-mêmes, et ensuite on aurait consulté Google sur... Je sais pas, par exemple, je vais emmener mes enfants à la patinoire ou je vais les emmener au musée d'histoire naturelle. Et ensuite, j'irai sur Google éventuellement pour regarder les horaires, les conditions, etc., trouver le site, etc. Et il y a quelques temps à Paris, je suis tombé sur une affiche dans le métro. Ensuite, j'ai vu que ça a été décliné dans une campagne beaucoup plus large où il y avait une affiche de Google avec le moteur de recherche avec marqué « Que faire avec ses enfants à Paris ?» Alors Google, quand il fait de la publicité, on peut se demander pourquoi, vu que Google, je pense, a suffisamment de notoriété et une part de marché de probablement presque de 100% sur les recherches. Donc Google n'a pas vraiment besoin de faire de la publicité. Alors qu'est-ce que Google voulait nous inciter à faire à travers ça ? Je pense que c'est justement cette délégation de plus en plus large de nos choix. C'est-à-dire, ce n'est plus je vais consulter les horaires de quelque chose à laquelle j'aurais pensé moi-même. Je vais demander directement à Google de penser pour moi. Et ça, ce n'est pas une théorie de la conspiration. L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt,
disait par exemple, les gens, donc c'était son interprétation, les gens en fait ne veulent pas que Google réponde à leurs questions, ils veulent que Google leur dicte la prochaine chose qu'ils doivent faire. Et là, je pense qu'on a une illustration parfaite de cette prétention d'une grande partie de l'industrie technologique de nous apporter ces réponses à toutes nos questions de façon extrêmement transversale. Et ça donne aussi une idée du concept de liberté qu'une grande partie de l'industrie technologique en Silicon Valley notamment a la prétention de nous apporter. Alors, tu as introduit un premier mot-clé, qui est le mot solutionnisme. Lorsqu'on préparait cet échange, tu m'as aussi pas mal parlé d'efficience, cette recherche d'efficience dans la technologie. Justement, est-ce qu'on arrive à un moment où trouver une solution pour la tech n'est pas trouver une solution pour l'humain? Est-ce qu'il y a deux manières de voir les choses? Et est-ce que c'est vraiment une menace aussi pour l'humanité en général? Alors ça, je pense que c'est un véritable paradoxe auquel on ne pense pas forcément, ou sinon qu'on cantonne dans des sphères très particulières, comme celle de l'économie et du travail. Je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par cela. Je pense qu'une façon de reformuler cette question, c'est de se demander, dans un monde hyper efficient où la technologie fait tout mieux que nous, quelle place reste-t-il pour l'humain ? Question encore une fois qu'on pose assez souvent quand on voit toutes ces couvertures de magazines qui disent quand les robots auront remplacé tous nos emplois, quelle place restera-t-il pour nous dans le monde de l'entreprise? Et avant on parlait de robots dans une usine, maintenant vous savez qu'on parle du remplacement de professions plus intellectuelles dans l'ingénierie, parmi les avocats, parmi toute une série de professions qu'on pensait protégés par ce type d'innovation et que l'IA est en train de bouleverser. Alors, l'efficience, au fond, c'est quoi? Je pense que déjà, c'est quand même vraiment ce que tu disais, un principe qui gouverne le développement technologique de façon générale et une grande partie de l'industrie technologique. Et oui, je pense qu'elle peut constituer de façon insidieuse une menace pour l'humain si on ne porte pas une véritable réflexion sur la place qu'on veut donner à l'efficience dans notre vie au niveau personnel et dans le monde en général. L'efficience consiste en fait à optimiser des processus et pour cela, il faut limer les imperfections pour faire rentrer tout et notamment l'humain dans une espèce de moule digital. Et là, je pense que le problème, entre guillemets, c'est que l'humain est bourré d'imperfections. Vous savez, Stephen Hawking, le fameux astrophysicien britannique, disait « Sans l'imperfection, ni vous ni moi n'existerions ». Donc le problème à vouloir forcément limer ces imperfections, c'est de porter atteinte à éventuellement ce que nous sommes. Ce débat, je vous disais, est très présent dans la sphère économique, mais vous aviez une première conférence à laquelle je n'ai pas assisté, mais sur l'IA et la créativité. Je pense qu'on se rend compte de plus en plus que l'ambition, disons, d'une grande partie de la technologie, c'est de nous remplacer, pas seulement dans notre facette économique ou productive, mais dans tous les aspects de notre existence. Donc on pourrait se demander justement dans le champ de la créativité si on arrive à des formules dans lesquelles la technologie produit, crée pour nous ce qui était quelque chose qu'on pensait être éminemment humain, quelle place restera pour les artistes? Je ne sais pas ce qu'a répondu l'intervenant précédent, et bien sûr que c'est une réponse sans doute complexe, mais tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que si parfois j'accepte ce paradigme de l'efficience comme la seule chose qui compte, c'est-à-dire la seule chose, c'est vraiment justement de réussir à optimiser ces processus au maximum, à ce moment-là, je ne pense pas qu'il reste grand-chose pour nous. C'est-à-dire si par exemple j'accepte en tant que parent qu'en fait un robot ou une IA va éduquer mieux mes enfants que moi, et tout ça mesuré en termes d'efficience, est-ce que ça veut dire que je dois du coup me mettre par amour pour mes enfants à un second plan, ou est-ce que justement je dois en partie refuser ce paradigme d'efficience complète? Et voilà, ça je pense que c'est très intéressant, notamment pour vous futurs ingénieurs. Je pense que pourquoi est-ce que je dis ça? Je pense qu'une grande partie, que ce soit dans notre travail ou en dehors de notre travail, une grande partie de notre temps, il consiste et de la satisfaction qu'on peut tirer aussi de notre existence, consiste à trouver des solutions à des problèmes, que ce soit encore une fois dans le travail ou dans notre vie personnelle. Donc on pourrait dire, oui, mais dans un monde où la machine va, et je rejoins le point précédent, la machine, l'IA, la robotique, etc.,
va de plus en plus trouver des solutions pour moi à ces problèmes, quelle part restera-t-il de satisfaction et justement d'activité vraiment proprement humaine dans un monde où on n'aurait plus à résoudre ces problèmes. Là, je pense à quelque chose d'autre. J'ai apporté, en général, on dit que alors c'est peut-être un cliché, mais on dit que les ingénieurs, tu vas devoir reprendre le micro, vous raffolez des Rubik's Cube à résoudre. Ça, c'est par exemple, c'est un problème à résoudre. Et alors, imaginez-vous un monde, je ne sais pas si je dois me rapprocher de la caméra, mais pour qu'on voit ça mieux. Je peux venir avec le micro, vas-y. Imaginez-vous, alors que je peux tirer énormément de satisfaction, justement, du fait de résoudre un Rubik's Cube, si d'un seul coup, dans un monde où le Rubik's Cube se résoudrait tout seul. Ce serait quand même moins rigolo, non? On trouverait quand même moins de satisfaction. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez eu le temps de voir. Résoudre ce genre de choses. Voilà, alors, autrement dit, je pense que pour finir de répondre à cette question, je pense qu'un des problèmes de cette recherche d'efficience à outrance, c'est que, en fait, l'efficience consiste à fixer des objectifs et à les rejoindre de la façon la plus directe, la plus optimale possible. Et je pense qu'une grande partie de notre vie, que ce soit notre vie professionnelle ou personnelle, en tant qu'être humain en général, elle consiste pas seulement à rejoindre ces objectifs, c'est tout ce chemin qu'il y a entre nous et l'objectif qui en fait constitue notre vie. Donc par exemple, si on prend votre vie d'étudiant, est-ce qu'on peut résumer la qualité de votre vie d'étudiant, juste, même après vos études, à la note finale que vous aurez obtenue, ou est-ce qu'on peut résumer celle d'un écolier à la note qu'il a obtenue à son bac? Bien sûr que non, parce que toute la scolarité, c'est quelque chose de plus complexe, de plus riche, constitué d'un certain nombre de choses qui échapperaient sans doute à de nombreux modèles optimisateurs. Et je pense qu'on court le risque d'avoir justement, en ayant recours à cette technologie qui nous fait aller d'un point A à un point B de la façon la plus optimale, comme un peu sur une carte de Google Maps ou sur un GPS quelconque, tout ce qu'il y a justement entre ce point A et ce point B, et on pourrait prendre tout un tas d'exemples. Autrement dit, je pense qu'il y a toute une série d'éléments qui semblent absolument futilement humains à la machine, que ce soit la recherche justement d'un bonheur qui ne soit pas fondé sur le matériel, la recherche de liberté, la recherche de certains aspects, disons, dans les relations humaines qui échappent justement à ces algorithmes et à cette recherche d'efficience. Et en fait, c'est ça qui, en grande partie, fait la vie. Donc avec une espèce d'hyper-rationalisation de plein de facettes de nos vies, de nos relations sociales, de nos villes, de toute une série d'aspects qui, en fait, constituent nos vies, on peut se demander si, justement, il n'y a pas un risque de déshumaniser tous ces aspects de nos vies. Et c'est marrant parce que je rebondis sur l'exemple que tu as donné tout à l'heure sur les anniversaires. Avant, on en parlait, en tout cas, moi, j'y ai fait référence par rapport à la mémoire. C'est-à-dire, on tend à oublier les dates d'anniversaire parce qu'on sait qu'elles sont stockées quelque part et qu'on va y avoir accès. Mais je vais vous inviter à penser à une autre chose. C'est aussi le fait que de plus en plus de fois, sans s'en rendre compte, on a des situations où il y a deux humains qui interagissent et petit à petit, ou dans un premier temps, on a un humain et une machine, et à terme, on a deux machines qui interagissent entre elles sans qu'on s'en rende compte. Et si vous pensez, même si ça peut paraître un peu science-fiction, de dire bah, c'est marrant, l'humain vraiment sort-il de l'équation de cette manière-là, eh ben, souvent sur les réseaux sociaux, quand on repense aux anniversaires, avant, si vous voulez, on se souhaitait un joyeux anniversaire, ça supposait une certaine intentionnalité, ça supposait... Alors c'était très imparfait, comme n'importe quelle pratique humaine, on disait que l'humain était imparfait, on pouvait oublier une date d'anniversaire d'un être cher, on pouvait lui souhaiter d'une façon qui n'était pas la façon dont on les souhaitait, on peut lui faire un cadeau qui n'est pas forcément celui qu'il aurait voulu, etc. Et face à cela, notamment les réseaux sociaux sont là pour nous rappeler, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel, non seulement nous le rappeler, mais nous rendre tellement facile la façon de lui souhaiter l'anniversaire que ça va demander qu'un clic, alors qu'une grande partie quand même de la logique, disons de l'intérêt que ça avait de se souhaiter un joyeux anniversaire, c'était justement cette intention, le fait que la personne se soit souvenue de notre anniversaire et se soit donné le mal de nous le souhaiter. Si c'est juste appuyer sur un bouton alors que la personne n'y a pas pensé, je pense qu'il y a une grande partie de l'intérêt justement qui se dilue. Et
en fait, avec ça, ça fait quoi? Ça veut dire que vous souhaitez des anniversaires à beaucoup plus de personnes, vous recevez certaines personnes que vous connaissez peut-être même plus, ou en tout cas qu'on connaît même plus, dont on ne se souvient plus, mais on a une notification qui nous invite à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous-même, vous recevez des dizaines ou des centaines de souhaits d'anniversaire de personnes dont vous ne vous souvenez pas forcément, et peut-être qu'elles ne se souviennent pas de vous non plus au moment de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et donc, face à cela, comme je disais, on a en fait l'humain qui sort de plus de l'équation, et en fait, ce sont des algorithmes qui sont en train de se souhaiter un joyeux anniversaire. On pourrait dire, toute l'imperfection est sortie de l'équation, tout le monde se souhaite un joyeux anniversaire, mais cette intentionnalité, ce caractère humain d'une activité en fait, qui n'a d'intérêt que si elle est vraiment humaine, est sortie de l'équation. Donc pour résumer, je pense qu'on a une espèce d'inversion, sur un exemple très trivial comme celui que je viens de donner, de cette logique, mais c'est ça un peu que je veux dire en général, c'est le propos que je vous tiens, on a une inversion de cette logique selon laquelle la technologie devait nous servir, et dans ce cas-là, et d'autres, c'est l'humain qui finit par rentrer dans le moule, pour ainsi dire, numérique, et qui risque de servir la technologie plus que la technologie ne le sert directement. Ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on est ensemble. Alors si vous voulez poser la question, moi qui savais qu'elle allait être le tour, hein, j'ai rien vu alors que j'étais les yeux dessous, hein, donc vraiment bravo. Évidemment, si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est que le sujet, vous le connaissez. Et de toute façon, on ne vous apprend rien, on sait qu'il y a des addictions sur les téléphones portables, etc. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être envie d'aller plus loin dans le sujet. Donc on va pouvoir passer maintenant au moment où vous allez pouvoir poser vos questions. Notamment, alors moi il y en a une que je vais faire un peu pour la fin, mais ça va être celle sur est-ce qu'il y a des solutions. Est-ce que vous avez d'autres questions avant à poser à Diego? Selon vous, quelles seraient les bonnes pratiques pour rester justement assez critique d'esprit, pour ne pas se faire, ronger les méninges par la technologie? Merci pour cette question. La question des solutions, des solutions qui est un peu aussi celle que tu allais poser, mais qui a été très bien formulée. Je pense qu'elle appelle tous ces problèmes qu'on vient d'exposer, en fait, appellent à la fois des solutions individuelles et des solutions plus politiques ou plus générales. Parce qu'un des problèmes, c'est que seul, ça va être très difficile de m'opposer à des services, des produits qui infiltrent nos existences de façon de plus en plus totale, on va dire, qui nous accompagnent pratiquement jour et nuit, pendant qu'on marche, pendant qu'on court, pendant qu'on est dans le métro, etc. Et qui occupent une partie de plus important de ce qu'on a dans la tête. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même essayer de répondre directement et en très peu de temps à la question. Je pense qu'il faudrait, pour reprendre cette métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure, quand je parlais du bouton off, c'était quelque chose de littéral, mais c'est aussi une métaphore pour dire que ce bouton off a disparu des dispositifs. Je pense qu'il faut, pour ainsi dire, réinventer, que ce soit au niveau individuel ou au niveau politique, ce bouton off. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire établir des barrières entre la technologie numérique et nous-mêmes qui nous permettent le plus possible d'avoir un usage. Ce n'est pas des barrières infranchissables, c'est pas tiens, il y a la technologie là et moi je me protège avec un bouclier absolu, mais l'idéal ce serait de pouvoir établir des barrières qui nous permettent d'avoir une utilisation plus consciente, plus proactive du numérique, c'est-à-dire quand j'utilise la technologie, c'est parce que j'ai choisi d'utiliser la technologie. Et ces barrières, on pourrait dire, alors bon, bien sûr c'est un sujet très complexe, si j'avais la solution absolue, je pense qu'on ferait des millions et des millions de vues et ce serait fini. Mais juste pour donner quelques pistes, je pense que ces barrières, au niveau personnel, elles peuvent être de 3 ou 4 ordres. Il peut y avoir des barrières temporelles, c'est-à-dire, alors c'est peut-être un peu classique ce que je vais vous dire, mais au moins cantonner dans le temps notre utilisation, d'avoir des moments vraiment où on se retrouve soi-même, où on se retrouve avec des amis ou avec de la famille, qui sont des moments libres de technologie où je peux me retrouver dans ma propre conscience ou dans ma relation, disons, avec les autres, sans que la technologie n'interfère dans ce moment. Ça peut être par exemple pendant les repas, ça peut être pendant des franges de la journée, ça peut être des parties du week-end. Je pense que les moments d'interaction sociale sont vraiment très importants. C'est pour ça que j'ai parlé des repas. Vous savez, on trouve toutes ces scènes dans des restaurants où il y a 6 personnes qui sont en train de déjeuner, même en famille, même avec des enfants petits, même où en gros ils sont tous les 6 avec un dispositif à la fois. Donc elles peuvent être temporaires, elles peuvent être physiques, ces barrières. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple, de notre maison, même de notre chambre,
où la technologie ne pénètre pas, qui servent un peu de bouclier. Ça peut être des barrières par type d'utilisation, parce que bien sûr que là, souvent, on parle de technologie en général, et j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà pris cette précaution pour dire que je ne parle pas de la technologie dans son ensemble. La technologie, c'est tout un spectre de choses. Donc des barrières par type d'activité ou type. Donc c'est pas la même chose de prendre une photo, de faire un jeu en pleine immersion pendant 8 heures ou d'écrire un texte sur Word. Enfin bref, je ne vais pas décliner toute la panoplie de choses qu'on peut faire avec des dispositifs numériques, bien sûr, mais on peut s'établir à titre personnel pour cantonner certaines activités qu'on décide moins par nous-mêmes. Par exemple, les réseaux sociaux qui ont tous les hameçons qu'on connaît pour nous happer, même à des moments où on n'a pas forcément en fait, la volonté de les utiliser. Donc je pense qu'en gros, il faut réintroduire ces barrières à titre personnel dans nos vies. Mais tout ça, c'est bien beau, mais je ne suis quand même pas le premier à exprimer, peut-être que moi je l'exprime de cette façon-là, mais cette idée, je pense, elle a déjà été présentée par d'autres. Et comme je disais, peut-être qu'on aura le temps d'en parler après, mais je pense qu'à titre individuel, il faut énormément de volonté pour réussir à faire ça, sinon il n'y aurait pas de problème, puisque justement, il y a toute une industrie qui est addicte à nos données, addict à notre temps de consommation, addict à tout un tas de choses qui font qu'elles sont amenées à développer tous ces hameçons pour nous attirer vers elles et monétiser ensuite notre temps, notre attention et tout ce dont on a parlé. Et c'est tellement sophistiqué et elles s'emploient tellement justement à rendre ça tellement puissant que c'est très, très difficile de mener cette bataille seulement à titre individuel. Et c'est pour ça que je suis partisan d'une beaucoup plus forte régulation. Et à mesure que j'étudie ce sujet, j'ai même, je dirais, changé d'avis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient du ressort de la liberté individuelle, et qu'il y a des années, j'aurais dit, mais il ne faut absolument pas réguler ça, on peut pas, c'est pas, par exemple, comme en Chine, à l'État de dire combien d'heures on peut jouer aux jeux vidéo par semaine, ou maintenant, je ne sais pas si vous avez plus récemment, à partir du mois de septembre en Chine, de réguler le temps d'accès à Internet des mineurs. C'est quelque chose qui m'aurait fait sursauter il y a quelques années. Et même si je ne suis pas vraiment ami du modèle chinois de régulation du numérique, qui, je pense, agglutine tout ce qu'il y a de pire en pratique de régulation du numérique, néanmoins, je dois dire que j'ai changé d'avis sur ce sujet, parce que face au fait que nous soyons si désarmés dans notre relation au numérique, je pense qu'en fait, il y a une part de régulation qui serait d'autant plus légitime chez les mineurs. C'est plus difficile à dire à des adultes ce qu'ils doivent faire, mais il y a encore quand même tout un tas de champs qu'on régule aussi chez les adultes, parce qu'on considère qu'ils sont désarmés face à telle ou telle dynamique. Mais voilà, donc je suis un partisan d'une plus forte régulation. Après, je ne veux pas manger trop de temps sur les questions, mais dont on pourrait éventuellement parler. Pour l'instant, vous nous faites un spectre assez, on va dire, alarmiste de la situation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir les bons côtés de cette attention et cette technologie, et se dire que, par exemple, sans le smartphone, sans ces plateformes, vous avez par exemple une chaîne YouTube, là on a une conférence qui est animée par vous. Est-ce que ça aurait été possible sans tout ça? Est-ce que refuser à certaines libertés ne peut pas nous permettre en retour d'avoir d'autres élévations sur d'autres points? Alors, je pense que c'est une très bonne question. Et je l'ai déjà dit, moi je pense qu'on peut faire d'excellentes choses avec la technologie. Et je pense qu'on peut même s'en protéger, quand je parlais de barrières, de façon sélective, sans souffrir certains aspects négatifs, mais tout en ayant le bénéfice des aspects positifs. Je pense que le problème, c'est quoi? C'est qu'on nous présente un espèce de pack, comme si on était obligé d'accepter ce qu'il y a de négatif pour prendre ce qu'il y a de positif. Et je pense que c'est vraiment un dilemme, déjà, vu qu'on finit par prendre tout le pack, c'est même pas un dilemme, c'est un pack qui est mal conçu à la base, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait, pour faire tout ce qu'il y a d'intéressant avec la technologie, pourquoi on aurait à devoir acheter, disons, tous les aspects négatifs avec. Donc, si je prends l'exemple de, moi-même, je consomme des technologies que je trouve très intéressantes et qui m'enrichissent, même au niveau personnel. Les podcasts, par exemple, je trouve ça quelque chose de super. On parlait d'une chaîne YouTube. Pourquoi a-t-on accepté le fait que pour qu'il y ait des chaînes YouTube extrêmement intéressantes,
on doit avoir une technologie et une plateforme fondée sur le harponnage aussi massif de nos données personnelles, dont le modèle économique repose sur le fait d'utiliser l'IA pour nous recommander des choses face auxquelles on va être de plus en plus désarmés, pour nous servir des publicités de plus en plus invasives avec des modèles où il est de moins en moins clair ce qui relève de la publicité ou ce qui relève du contenu. Pourquoi est-ce qu'on doit forcément, quand on regarde une chaîne YouTube, nous inciter à ce qu'on soit connecté avec notre utilisateur de Google et que soient mises en relation toutes nos données de géolocalisation, de tout un tas de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la vidéo qu'on regarde. Donc en fait, c'est ça que je critique, c'est le pack. Je pense que ça, on peut répondre à ça en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur, en tant que designer, en tant que tout un tas de professions qui sont justement amenées à réfléchir sur ces modèles. C'est pas du tout pour dire que moi j'ai fait les choses bien, mais par exemple sur la plateforme que j'ai créée, la première que j'ai créée à Movent, si vous voulez, je vois rien aux yeux de je le prends comme exemple, c'est pas pour défendre ce modèle en particulier, heureusement il y en a sans doute plein, mais si vous voulez utiliser une plateforme numérique pour mettre en relation des personnes, pour qu'elles fassent un usage plus optimal de leur véhicule, tout en créant du lien social, tout en ayant un coût écologique moindre, et tout ça dans un modèle qui repose pas sur la captation de nos données, mais qui repose sur des paiements clairs, et on ne paye pas d'une façon indirecte, disons, le service, mais d'une façon tout à fait explicite. Je ne vois pas le problème. Et je pense qu'il y a tout un tas de choses où justement, je ne vois pas le problème. C'est juste que ce qui me pose problème, c'est le modèle économique et le modèle, on pourrait même cognitif, sur lequel il repose. Et c'est pour ça que je pense que quand je parlais de régulation, si je peux rebondir un petit peu là-dessus, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'être bolchevique ou absolument radical pour défendre en fait un retour à ce qui, à mon sens, devrait être une régulation basique sur tous ces sujets-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Shoshana Zuboff, qui écrit sur le capitalisme de surveillance, un livre qui a eu un grand retentissement il y a peut-être 3 ou 4 ans, qui s'appelle Le capitalisme de surveillance. Shoshana Zuboff, elle est professeure émérite à la Harvard Business School, qui n'est pas, comme je disais, un temple des radicaux planétaires, c'est plutôt un temple du business le plus mainstream qui est. Et elle, en fait, elle explique comment ce capitalisme numérique qui prédomine aujourd'hui, elle analyse tous les mécanismes en le comparant à une usine, si vous voulez, fordiste, où on construit un produit à partir d'une matière première. Là, elle montre comment cette matière première, ce sont nos données. Sauf que dans le premier cas, dans une usine traditionnelle, cette matière première, il faudrait l'acheter. Et dans le capitalisme numérique, cette matière première est, pour ainsi dire, gratuite. Mais ce qu'elle dit, c'est tout simplement que cette économie fondée sur la donnée, elle viole tellement notre liberté d'une façon semblable à ce que j'ai expliqué avant, qu'il faudrait l'interdire, comme en fait on a interdit de nombreux commerces. C'est-à-dire, il y a des commerces, juste parce qu'on considère qu'ils affectent la dignité humaine et notre intégrité, qui ont été interdits. Ça, elle dit qu'il ne faut pas les réguler, il faudrait les interdire. Et il y aurait plein de plateformes très intéressantes qui pourraient quand même marcher avec d'autres modèles. En fait, Google, c'est à partir de 2003, par exemple, qu'il a opéré ce changement, où à partir de l'exploitation beaucoup plus personnalisée, notamment avec l'émergence des cookies, etc., a commencé à exposer nos biais cognitifs de façon beaucoup plus insidieuse. À ce moment-là, Google a eu des croissances de revenus de plus de 3000% annuellement. Et on aurait pu rester sur des modèles où on peut revenir, ou les forcer à revenir par la régulation, à une interdiction avec une publicité beaucoup moins micro-focalisée, par exemple. Et Shoshana Zuboff dit le commerce des organes humains, par exemple, c'est un commerce qui a été interdit parce que même si quelqu'un dit « Ok, je veux bien vendre mon rein », parce qu'on propose une somme très importante, on considère que ça affecte notre dignité. Donc en fait, il y a plein d'exemples de commerce. Le commerce des personnes, on l'a interdit aussi, parce qu'on considère qu'au niveau collectif, ce n'est même pas une décision individuelle. Et ce n'est pas qu'on doit réguler en disant « Ok, on peut vendre une personne, mais il faut la vendre à tel prix ». Non, on n'a pas le droit de vendre 2 personnes, c'est tout. Et c'est un peu la même chose que je pense qu'on devrait faire
C'est même exactement la même chose qu'on devrait faire avec une grande partie de l'industrie numérique. Tout ça en poussant à développer des modèles économiques et autres qui soient durables, qui puissent marcher, et je pense qu'ils peuvent parfaitement marcher. Donc voilà, n'achetons pas tout le pack, achetons juste ce qu'il y a de positif. Merci pour votre conférence, c'est très intéressant. Moi, j'avais une question qui portait plus sur... vous avez parlé de comment on utilise notre relation avec le numérique, tout ça. Moi, quand je me posais la question sur quand on sait que les enfants ont accès à des téléphones de plus tôt dans leur vie, notamment aussi des applications comme TikTok, tout ça, ma question c'est de savoir c'était à qui était responsable. Est-ce que c'est aux parents de se rendre responsables de la relation avec les enfants, d'éduquer les personnes, leurs enfants, quant à leur relation avec le numérique et qu'est-ce qu'ils devraient faire de cette technologie. Moi, à titre personnel, je pense que la technologie, notamment Instagram, tout ça, qui sont des moyens aussi de communication, c'est plus un outil qu'on doit se servir pour travailler, ne pas perdre le contact avec les gens qu'on aime, aussi pouvoir partager ses passions. Donc je voulais savoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup pour cette très très bonne question. On revient un peu sur ce dilemme. Donc, quand on parle de solutions, je pense que quand on parle de solutions à tous ces problèmes fondamentaux dont on vient de parler, il y a une partie, comme on disait, individuelle, il y a une partie collective. Et je dirais qu'entre les deux, il y a une partie individuelle, une partie politique, et entre les deux, il y a une partie collective. C'est-à-dire que sans que ça arrive à des lois ou à des régulations strictes, le fait de se coordonner entre, par exemple, parents d'élèves d'une même classe, si on prend le cas de l'éducation des enfants, pour mettre en place des normes partagées, qui n'aient pas le pouvoir de loi et qui ne rendent pas illégal le fait de les transcender, mais qui permettent de se mettre d'accord et de imposer une norme, disons, molle ou communément acceptée. Je pense qu'en fait, les deux doivent aller de pair. Et je pense que tout ça allait tellement vite que ça bouleverse un peu notre répertoire d'idées sur ce que devrait faire la régulation, ce que devrait faire l'individu, disons, et la part de chacun d'entre eux dans la réponse à cette grande question. Et comme j'y faisais allusion il y a un moment, personnellement, j'ai changé d'avis. Mais j'ai changé d'avis pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, donc moi, je suis, on pourrait dire, un grand défenseur de la liberté. Je pense que la liberté humaine, c'est quelque chose qui devrait être inviolable. Et justement, si tout ça me préoccupe beaucoup, je pense que notre liberté est de plus en plus conditionnée. Mais en fait, avant, je pensais que l'État devait rester à sa place et que, par exemple, si je réponds directement à la question que tu m'as posée, que dans ce cas-là, ça devait être quand même fortement les parents qui devaient s'imposer, qui devaient établir les normes dont ils décideraient pour leurs propres enfants, tout ça en fonction de l'âge, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une telle puissance, et je pense que les développements des 3-4 dernières années dans l'IA ou des 4-5 dernières années en IA qui sont manifestes, par exemple, dans une application comme TikTok, dont les courbes d'utilisation mesurées en temps passé par jour, par personne, par exemple, sont bien plus fulgurantes que ce qu'on avait observé pour même Instagram, qui avait déjà une courbe non seulement d'adoption, mais de temps passé par utilisateur très prononcée. Et quand on regarde dans TikTok, c'est-à-dire on voit que c'est une espèce de courbe qui a l'air d'être tellement exponentielle. Bon, il arrive un moment où on ne va pas passer 27 heures par jour dessus, mais qui quand même, en partant d'assez bas, a augmenté extrêmement rapidement. Et on voit, bon, bien sûr, il y a tout un volet géopolitique aussi qui a été analysé, dont on parle, du fait que TikTok est une application qui appartient à une entreprise qui s'appelle ByteDance, qui est chinoise. Et on voit qu'en Chine, justement, ils se sont rendus compte de ça. Ils ont limité à 40 minutes par jour en septembre 2022 le temps d'utilisation des mineurs. Et ils les ont aussi forcés, et ça revient un peu à la question du pack, à faire en sorte que leur algorithme pousse davantage de contenu éducatif et on va dire plus intellectuel, et enlève tout ce qui n'a absolument aucun intérêt, en tout cas pour les mineurs. Et pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis ? Parce que justement, en fait, si on utilise l'IA, qui est quand même de plus en plus sophistiquée, et qu'on utilise toutes ces neurosciences, toutes ces avancées fulgurantes en neurosciences, pour comprendre et pouvoir désarticuler et désamorcer, pour comprendre le cerveau humain, comment il fonctionne, et pouvoir servir en prenant tout un tas de données en considération que l'humain ne sera jamais capable de lui-même mettre en relation et de comprendre comment il est en train d'être désarmé, d'autant plus s'il a 10 ans. Je pense que c'est une machine tellement puissante que la réalité nous montre que dans les familles, en grande partie, ça ne fonctionne pas. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a une composante sociale aussi, c'est-à-dire socio-culturelle. C'est-à-dire plus on va être dans des milieux
justement moins armés culturellement ou socialement, plus les enfants vont sans doute être exposés à ça. Et je pense que là, il y a une véritable fracture numérique qui n'est pas celle dont on entend, qu'on a souvent en tête. C'est une fracture numérique entre justement ceux qui ont les moyens de comprendre que, ou la volonté de préserver une partie de leur liberté, de leur temps, etc., face à cette invasion technologique, et ceux qui sont en fait complètement désarmés par ça. Et si on revient au sujet des enfants, moi je parle d'anesthésie, je peux vous dire avec des enfants petits, le fait d'anesthésier ces enfants, c'est une tentation qui est assez commune, et ça peut être très pratique. Et justement, face à un quotidien pesant, compliqué au niveau pratique, le travail, c'est quand même très difficile justement de tenir bon et d'imposer des normes face à des technologies qui vont faire que les enfants eux-mêmes vont vouloir toujours être collés à leurs applications, etc. Donc il y a une pression tellement forte de la part des enfants que je pense que c'est quelque chose qui est très destructeur pour les familles. Et on voit de fait, et je pense que c'est quelque chose dont on commence à parler, mais dont on ne parle pas assez au regard de la gravité de ce qui est en train de se passer. Depuis, ça fait une douzaine d'années. Il y a des psychologues américains qui marquent 2012 comme l'année un peu tournante. On voit une augmentation des troubles cognitifs et dépressifs chez les mineurs, qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas, ah bah tiens, il y a 5% plus de dépression. Non, non, il y a des nombres qui sont multipliés par 2 ou par 3. Je pense notamment aux tentatives de suicide. Ça a été étudié surtout aux États-Unis, mais quand même de plus en plus aussi dans diverses régions du monde. Et il y a des corrélations très fortes entre le temps passé justement à ces applications et avec un smartphone et ces troubles dont je viens de parler. Donc je pense qu'il y a une urgence sanitaire, on pourrait dire, en matière de santé psychologique, et il y a une urgence sociale qui nous invite justement à passer à la vitesse supérieure et à intervenir, à faire en sorte, à mon avis, que la régulation intervienne dans des sphères qui auraient typiquement, il y a quelques années, semblé raisonnables de traiter au niveau familial ou individuel. Pensez-vous qu'on soit arrivé sur certains points à des points de non-retour avec la technologie qui s'immisce tellement que l'humain s'est effacé et qu'il n'y aura plus forcément de retour en arrière sur ce point-là et que ça va être, même si on veut réguler, que ça va être impossible parce que c'est tellement présent, comme avec l'analogie sur le cerveau, avec les zones du cerveau qu'on arrête d'utiliser, qui finissent par s'atrophier et peut-être disparaître. Merci beaucoup pour cette excellente question. Et quand vous avez dit analogie, il y a une analogie qui me venait en tête et qui me permet de répondre indirectement à la question, qui est celle du changement climatique. Est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour avec le changement climatique ? J'aimerais pouvoir affirmer très clairement que non, mais les chiffres sont quand même pas très encourageants. On ne peut pas être très optimiste par rapport à la direction qu'on est en train de prendre au regard des efforts individuels et collectifs qu'on est en train de faire sur le changement climatique. Et néanmoins, est-ce qu'il serait moralement acceptable de dire alors de toute façon notre planète elle va pas tenir le coup, donc on va se faire plaisir, on va arrêter de s'embêter et on va vivre normalement sans trouver de solution. Moi je trouve que ce serait moralement inacceptable parce que même si point de non-retour il y avait, déjà l'histoire, il y a un historien qui disait que la seule loi de l'histoire c'est la surprise. Donc déjà il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer qu'on n'a pas forcément anticipées, qui peuvent bouleverser les événements dans un monde, dans un sens ou dans un autre. Il ne faut pas non plus avoir une foi excessive dans ce que je viens de dire, dans le sens où souvent on attend la solution magique. Vous savez, pour le changement climatique, il y a une petite chose en nous, un petit peu solutionniste, qui d'ailleurs je pense a été pas mal insufflée par une partie de l'industrie technologique, qui nous dit non mais en fait avec les technologies vertes qu'on va développer, on va trouver une solution à tous nos problèmes. Donc je ne dis pas qu'il faut juste attendre la chose magique qui rectifie tout. Je pense que juste la seule solution acceptable, et en tout cas moi, mon combat et plus de la moitié de mon temps c'est ça, c'est d'essayer, même si je ne suis pas extrêmement optimiste, je pense qu'on ne peut pas considérer que ce soit une bataille perdue parce que personnellement je suis convaincu que le futur de notre espèce humaine va se jouer justement sur cette question du changement climatique et sur cette question de préservation de l'humain face à l'invasion au caractère de plus en plus invasif et totalisant, disons, de cette industrie technologique. En tout cas, survit notre espèce en tant qu'espèce libre et telle que nous la connaissons actuellement. Donc,
je pense que moi je veux pas être excessivement alarmiste et parfois je modère un peu mes propos parce que j'ai pas envie de paraître un illuminé qui vient servir des théories extrêmes, mais je pense que la réalité est en fait extrêmement préoccupante et de la même façon, pour reprendre l'analogie avec le changement climatique, qu'il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années, les personnes qui disent attention, mais là il est en train de se passer quelque chose, on leur disait bon t'es bien gentil mais il faut pas non plus être trop radical. Je pense qu'on se retrouve dans une situation avec 2-3 décennies de retard assez comparable, même si on en entend de plus en plus parler et qu'avant, si vous voulez, le genre de propos que je vous ai tenu il y a 10 ans, on m'aurait tout de suite traîné de technophobe inaudible. Et maintenant, je pense qu'on commence à réaliser de façon beaucoup plus communément acceptée qu'il y a un problème grave à traiter, qu'il y a ces différents versants qu'on a essayé d'exposer aujourd'hui. Donc j'espère qu'on n'est pas face à un point de non-retour, mais je pense qu'une partie de la solution, ou en tout cas le début de cette solution, c'est la prise de conscience, bien au-delà de ce dont on a déjà pris conscience actuellement. Je pense que sans cette prise de conscience qui, sans tomber dans un alarmisme paralysant, doit être quand même un petit peu, doit nous déranger. Je pense qu'on ne trouvera ni les solutions, ni la motivation personnelle, ni la motivation politique et la demande sociale qui permet ensuite de trouver des solutions politiques suffisantes. Donc voilà, réponse un peu équilibrée, point de non-retour, j'espère pas, mais possible, et en tout cas battons-nous d'ici là. Anesthésier, l'humanité sous l'emprise de la technologie aux éditions FIP. Merci beaucoup Diego Hidalgo. Merci à vous tous. Merci. Si vous voulez, je me permets juste de dire, si vous voulez jeter un œil à différents contenus, j'ai notamment une newsletter. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon site diegohidalgo.net. Et sinon, j'utilise pas mal LinkedIn pour communiquer sur ces sujets 2 ou 3 fois par semaine. Merci beaucoup. Génial. Et nous, on se retrouve le mois prochain.